mon PowerPoint. Hop, c'est parti. On va faire ça, on va faire ça. Je vais mettre ma caméra 2 secondes pour me présenter, puis après comment ça s'appelle? Je la rebasculerai. Donc bonjour à tous, je suis, Franck Mercier. Je suis maintenant, Microsoft Canada, où je pratique la fonction de Cloud Solution Architect et je m'occupe de toute la plateforme, de données dans Azure. Et puis je m'occupe en fait des grands clients maintenant sur tout le Canada. Et donc aujourd'hui, bienvenue dans cette session où je vais vous parler donc de notre nouveau service qu'on a lancé en décembre dernier, heu, qui s'appelle Azure Purview, justement pour la gouvernance de données. Donc voilà, donc là je recoupe ma caméra, mais je vous promets que je reste bien derrière mon écran. Et donc on va commencer en fait, comme d'habitude, je vais faire, quelques slides, mais plutôt beaucoup de démonstrations et puis je vais en profiter aussi du fait qu'on soit pas beaucoup, pour, peut-être vous montrer des choses un peu inédites, si je peux dire ça comme ça. Et après je verrai avec les organisateurs, si on pourrait le faire hors enregistrement, ça serait plutôt bien. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors, pourquoi avons-nous lancé Azure Purview? Tout simplement parce qu'il y a, Microsoft comme d'autres acteurs, déjà on a vendu beaucoup de solutions, info nuagiques et on a aussi vu, un constat qui était très simple au départ. C'est que, l'explosion de données déjà, se réalisait sur site. Donc on a déjà beaucoup de clients qui nous disaient déjà, sur site, on avait du mal un petit peu à gouverner nos données. Puis depuis, l'avènement des solutions info nuagiques et ben, ça devenait de plus en plus compliqué parce que pour les utilisateurs, c'était, extrêmement facile de créer des bases données, des data lakes, de faire des data mouvements, ce genre de choses. Et donc l'idée, le premier constat, c'est ça, c'est d'essayer de gouverner un peu les données, puis de savoir déjà ce qu'on a, aussi bien sur site que dans nos solutions info nuagiques. Faire un inventaire. Après, il y a eu d'autres choses aussi, hein, qui viennent autour de ça. C'était, OK, comment, mes données sont utilisées? Est-ce que je l'utilise de manière, optimale? Car il faut savoir que, ce que peut apporter la gouvernance de données, c'est aussi une bonne maîtrise de ces données pour, au final, avec son exploitation, pour une entreprise, leur donner peut-être un petit, avantage compétitif sur les marchés avec cette bonne exploitation de ces données-là. Mais là, jusqu'à maintenant, je parle plutôt d'une vue interne de l'entreprise. Mais il y a aussi tout ce qui est externe et notamment, je pense aux grandes régularisations ou, aspects réglementaires qui imposent des choses aux entreprises et moi, j'ai en tête tout de suite, la RGPD, la Réglementation générale pour la protection des données qui impose des choses, à l'entreprise et notamment, être en mesure de savoir lorsqu'on a des données sensibles ou qui permettent d'identifier des personnes, de pouvoir rapidement avoir accès à ces données, de pouvoir, en fonction de la demande des utilisateurs, aller, les modifier, voire même, les supprimer. Donc c'est pour ça, que Microsoft s'est lancé sur le sujet de la gouvernance de données. Alors, je dis que c'est lancé parce que, quelque part, on est un peu nouveau sur le marché. Non seulement on est nouveau et quelque part, et ça c'est ce que j'ai vu aussi de mon expérience passée quand je faisais, du management de projet avec Microsoft Projet, mais c'est aussi ce que nous disent nos clients aujourd'hui. Bah, écoutez, vous êtes nouveau sur le marché, mais c'est pas votre cœur de métier et c'est vrai. C'est vrai que c'est pas notre cœur de métier, donc pour nous, on est vraiment au début de notre voyage sur ce sujet-là. Mais pourtant, on investit beaucoup, donc on a une grosse équipe sur le sujet, qui en plus est super réactive et puis surtout on travaille avec des partenaires. Et puis vous verrez aussi que techniquement, on a fait en sorte que les choses soient le plus ouvertes possible pour, capitaliser sur l'existant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aussi on travaille avec, Profilzy par exemple, avec qui on travaille beaucoup déjà avec SQL Server, heu, sur la partie, master data service et Profilzy a été un bon complément justement sur ces solutions-là. Donc voilà en gros pour faire la comment ça s'appelle? La présentation rapide de pourquoi Azure Purview et surtout on va pas faire les choses dans notre coin. C'est-à-dire que Microsoft fait partie du l'EDM Council ainsi que d'autres acteurs, hein, du marché bien entendu et l'idée c'est de bâtir Azure Purview sur les différents principes du
du framework de data management. D'accord? Et l'idée, c'est de s'assurer qu'on répond, bien à ces critères. Donc juste pour être bien clair, Azure Purview est toujours en preview, aujourd'hui, mais pourtant, on a quand même toute cette partie qui est, data cataloging et classification qui permettent déjà, de faire rapidement et de manière automatique un premier état des lieux, de nos possessions, en termes de données et puis surtout, une première part sur les classifications. J'ai déjà fait pas mal de ce qu'on appelle de preuves de concept ou de MVP, minimum viable product avec mes clients et le premier constat, c'est qu'après, le déploiement, la configuration et les premiers scans, donc tout ça, ça peut se faire, assez rapidement si bien entendu on a tous les bons droits et qu'il y a pas de contraintes administratives ou autres. En quelques jours, on est capable d'avoir un premier état des lieux et surtout une première classification et je vous montrerai ça tout à l'heure en démonstration et des fois j'ai eu des clients qui disaient: «Ah oui, je savais même pas qu'on avait ce type de données» ou surtout, je savais que j'avais ce type de données-là, mais je pensais pas que c'était, stocké ici, un peu en mode passoire où, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait avec nos données. Alors l'idée pour Azure Purview, je veux pas passer tout ça, en revue, mais c'est qu'on va vraiment s'appuyer là-dessus. Ça va faire partie d'une des lignes de nos dir une de nos lignes directives justement pour développer Azure Purview. En plus, et ça aussi c'est pas mal et c'est pour ça que je vous encourage à faire des retours, en plus de nos retours clients moi j'ai déjà vu Azure Purview, évoluer avec des retours clients, assez pertinents justement lors des preuves de concept que l'on a fait avec eux. Alors, Azure Purview, quel va être son avantage et comment ça a été pensé? Déjà, c'est un service Azure et ça c'est ce qu'aiment beaucoup nos clients finalement, parce qu'une fois qu'on a les bons prérequis dans sa souscription, bah, il est facile de déployer rapidement, je parle techniquement, de déployer le service et de commencer, à faire les choses qui nous intéressent vraiment. C'est l'avantage d'un service qui est complètement, managé, c'est-à-dire qu'on va pas s'occuper de toute la tuyauterie technique, de toutes les sauvegardes, tout ça, c'est fait pour vous. Ce qui va vous permettre très rapidement ici de lancer, vos premiers scans. Alors moi, ce que je dis souvent à mes clients avant de le faire, on va quand même définir 2-3 choses, je vous montrerai ça aussi dans la démonstration. C'est, définissez, vos quelques règles de classification personnelle, parce que vous en avez sûrement. Définissez ce qu'on appelle aussi vos collections qui vont peut-être représenter votre organisation et ensuite seulement lancez vos premiers scans. Ce qui va être intéressant, c'est que de manière automatique, ici, on sera capable de classifier vos données très rapidement. Azure Purview va peut-être pas tout classifier du premier coup. Peut-être pas faire la bonne classification, mais ça, c'est pas grave parce que derrière, vous aurez la main pour affiner tout ça. Tout ça pour dire que, certes, Azure Purview, c'est un outil, technique, mais la gouvernance de données, c'est pas que ça. C'est aussi des process, c'est aussi des équipes et c'est là, le produit va vous donner, le service va vous donner des premiers retours. Puis après, avec la connaissance des données, la connaissance des métiers, aller un peu plus loin dans la classification. Et l'idée, c'est de savoir d'où viennent vos données. Azure Purview, sur les sources qui sont supportées aujourd'hui, sera capable aussi de vous faire du lineage, donc de voir comment cette donnée, vit au sein de l'entreprise. On va aller même plus loin, on va aller même jusqu'à la notion de, dérivation de colonnes. Donc on pourra voir, bah, comment tel champ ou telle colonne est utilisée dans l'entreprise. Je peux vous dire un truc, assez bateau, mais qu'on a déjà vu de temps en temps et que j'ai aussi inclus dans ma démo. C'est typiquement, vous avez un numéro d'assurance sociale qui est là dans un fichier sensible et puis vous voyez qu'après une transformation, Azure Data Factory, ce numéro de sécurité sociale est utilisé comme, clé primaire, ou comme composition d'une clé primaire pour une table, Azure SQL un peu plus loin. Et là, vous dites: «Bah non, c'est pas peut-être pas super propre». Alors, tout ce que je viens de vous parler jusqu'ici, ça, c'est plutôt des choses qui se font de manière automatique. Il va avoir un autre aspect dans Azure Purview, ça va être tout ce qui va être toute la partie, ce qu'on appelle business glossary terms, donc les termes métiers, qui vont vous permettre justement sur vos différents, assets dans l'entreprise d'y placer vos termes métiers.
Ce qui fait que vous allez pouvoir donner la définition à certains indicateurs. Vous pourrez donner des définitions à certains types de fichiers ou même plus simplement à des concepts. Qu'est-ce qu'un client? Typiquement, on pourrait dire, bah, pour mon organisation, un client, c'est une personne qui a acheté un produit lors de ces 2 dernières années. Et ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'était bâti Azure Purview au départ, jusqu'au moment où un client nous a dit à juste titre: «Ouais, mais ça, c'est la définition globale de l'entreprise, ça, on l'entend bien. Mais peut-être que» enfin quoi, c'est ce qui était pour le client. Nous, on a, heu, à partir de cette définition-là, on a certaines, nuances. Typiquement, pour le marketing, un client, c'est une personne qui a acheté un produit lors de ces 2 dernières années, qui était encore présent dans le catalogue. Ah, d'accord. Et donc là, on a fait évoluer Azure Purview pour rapporter la notion de hiérarchie. Ce qui fait que vous serez capable, par exemple, de définir une définition globale et puis, si besoin, des sous-définitions à cette définition globale. Et puis, ce qui est en train d'arriver aussi derrière, vous l'avez peut-être déjà entreaperçu, il y a la notion de statut sur les glossaires, mais il y a aussi ce qui veut dire aussi que derrière, il y a un moteur de workflow. Le moteur de workflow, il est là et il faut maintenant le brancher avec l'interface et c'est les choses qui vont arriver dans les prochaines semaines. Alors, si on rentre un petit peu dans le cœur d'Azure Purview. Azure Purview, ce qui va être fondamental pour Azure Purview, c'est ce qu'on appelle le data map. D'accord? Ça va être vraiment le cœur du service. Le data map, c'est lui qui va récupérer en fait toutes les informations venant des scans. Et les scans eux-mêmes seront complétés par les classifications que vous aurez définies. Donc en fonction de la combinaison scan plus classification, vous allez alimenter votre data map. Et ce data map va servir de fondation globale sur les différents piliers euh, qui existent déjà et que l'on va rajouter à Azure Purview. Aujourd'hui, nous avons déjà le pilier Data Catalog et Data Insight. Ce qui va arriver dans les prochains mois, il va y avoir d'autres piliers. Malheureusement, j'ai demandé au groupe produit si je pouvais utiliser notre slide vision. Pour le moment, je ne peux toujours pas le faire en public. Par contre, je peux vous dire à l'oral les autres piliers. C'est que imaginez ici au-dessus du data map, on va avoir 5 autres piliers qui vont arriver. Il va y avoir le pilier de partage de données qui en fait existe déjà avec le service Azure Data Share. Il va y avoir le pilier de data quality, qualité de données qui arrive. Et celui-là, pour la petite histoire, il est passé en priorité numéro un suite à la demande de nos nombreux clients. Il y aura le pilier master data management, le pilier data gouvernance au sens large du terme et sécurité enforcement qui arrive. Donc tout ça pour vous dire que, et je vous l'ai dit en introduction, que nous sommes au début euh, de notre aventure dans la data gouvernance, mais avec une vision extrêmement claire de là où on veut aller. Donc ça va prendre encore plusieurs mois, sachant qu'il y a des grosses choses qui vont arriver en septembre, dont notamment, si tout va bien, la disponibilité générale. Et puis surtout, on récupère vraiment beaucoup de retours de nos clients pour faire évoluer la solution. Donc retenez sur cette diapositive, c'est le cœur de la solution. C'est vraiment le data map sur lequel on va, hem, on va construire, Azure Purview. Alors, je me rends compte que OK, j'ai pas le slide à jour. Je suis désolé pour ça. Juste ici, ce que maintenant, ce qui est aussi très important à dire, c'est que, Azure Purview est bâti sur les API heu, Apache Atlas, d'accord? 2.0. Ce qui fait que c'est une solution qui est ouverte et qui vous permet notamment de, si besoin, de la personnaliser. Notamment, et je vous montrerai tout à l'heure, pour créer, un lineage personnalisé, pour, extraire des données pour les envoyer dans un outil tiers. J'en profite de parler de ce point-là, d'ouvrir une parenthèse. Ce qu'on voit, chez nos clients et je pense que, ça pourrait être le cas aussi pour vous, c'est que souvent quand on arrive chez nos clients, heu, c'est pas nous qui arrivons dire: «Hey Microsoft, on a un outil de data gouvernance». Bah oui, mais ça fait longtemps que ça existe sur le marché et il y a d'autres acteurs, qui sont très bons. OK et puis surtout nos clients l'ont déjà. Mais ce qui est intéressant avec les API, Atlas, c'est que, on peut
utiliser et c'est ce qui se passe aujourd'hui, nos clients utilisent Azure Purview pour faire scan, classification, lineage et ensuite avec les API, extrait les informations et envoie ça dans leur outil existant. Donc en fait, Azure Purview, peut et c'est ce qu'on voit de plus en plus souvent, fonctionne en parallèle avec un existant qui est là depuis longtemps, que les utilisateurs, connaissent et avec qui ils sont confortables. Mais Azure Purview va venir compléter. Pourquoi nos clients aiment ça aussi? Parce que déjà, donc c'est ouvert grâce aux API, Atlas. C'est un service PaaS, donc facile à déployer et en termes de prix, c'est, nettement moins cher que les solutions existantes et une fois que, Azure Purview est installé, vous payez que pour les scans. Il y a toujours le data map qu'on doit payer bien entendu et notamment pour la disponibilité générale, on va augmenter notre offre et on va la rendre, heu on va rajouter la possibilité de faire une mise à l'échelle. C'est-à-dire que vous pourrez choisir de 1 capacité unit à 32 capacités unit, alors qu'aujourd'hui on est limité à 4 ou 16. Donc on aura cette possibilité aussi d'ajuster, la tarification en fonction, de notre usage. Et ça, nos clients aiment beaucoup et voient vraiment Azure Purview aujourd'hui comme un complément à des solutions existantes, dans le cas où il y a déjà une solution existante chez nos clients. Donc ça, c'est juste pour résumer ce que j'ai dit, d'accord? Donc data map, la fondation, du service. Ah bah si, en fait, il était là, excusez-moi. Hop là, je suis pas encore très bien réveillé. Donc ça, c'est super important parce que ça ouvre vraiment la solution à un ensemble des possibles qui est assez grand et ce que je disais donc sur le data map, on va mettre nos différents, piliers dont je parlais tout à l'heure. Il va y avoir aussi donc en termes de, possibilité du catalogue et de toute façon, j'ai prévu de vous parler un petit peu, des prix après ma démonstration, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir, au-dessus du data map, la possibilité donc d'avoir 3 tiers. C0, C1, D1 en fonction de ce que vous voulez faire et puis, surtout en fonction du type d'utilisateur que vous voulez adresser avec Azure Purview. Aujourd'hui, malheureusement, j'arrive pas encore à voir, les prix sur ces différents tiers. D'après ce que j'ai cru comprendre, C0 resterait gratuit et il serait, vraiment ici intéressant dans le cas où vous utilisez les API heu, en termes de complément avec un outil existant. C1 et D1 donc seront payants, mais on n'a pas encore, la tarification, exacte vu que c'est en cours de discussion au sein, du groupe produit. Alors, ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est juste une matrice avec les droits qui existent aujourd'hui, dans Azure Purview et je pense que c'est important moi, j'ai fini par rajouter cette slide là ici parce que cette diapositive, parce que je trouvais ça important, parce que lorsque je faisais des preuves de concept avec nos clients, il y avait quelques questions autour de ça. Donc sachez qu'il va exister, 3 droits au niveau du service. D'accord, donc le data source admin, le data curator et le data reader. Bon, le data reader, ça, il parle de lui-même, hein, c'est juste pour donner un accent en lecture seule. Le data curator, lui, va vous permettre de faire, quasiment toutes les actions de Azure Purview, sauf de rajouter des sources de données et bah, lui pourra vous donner justement, la possibilité de rajouter des sources de données et de lancer les scans. Et donc ici, là, dans cette matrice, en fonction des tiers, voilà, donc je vous ai mis ici quel type de combinaison on peut faire. On peut même justement jouer sur les différents rôles ici, pour avoir accès à tout un tas à l'ensemble, heu, des fonctionnalités si besoin. Allez, comme promis, on va passer à la démo. Bam, bam, bam. On va aller ici. Hop, où est-ce que je l'ai caché? Je l'ai caché là. Voilà. Alors, comme je vous l'ai mentionné, au début, Azure Purview, c'est un service Azure. Ce qui fait que, vous pouvez très bien avoir une personne dans vos équipes qui va juste s'occuper, de déployer le service et de gérer, le l'accès au studio ou au service lui-même, d'accord? Avec la gestion des droits dont je vous parlais tout à l'heure, où on va avoir, ici, nos rôles, heu, hop, Azure Purview. Si jamais vous jouez avec les API, c'est important d'avoir le rôle data curator, d'accord? Donc voici ici les 3 rôles que l'on a, aujourd'hui avec Azure Purview. J'ai pas vu d'informations comme quoi ça devrait changer ça, donc je pense qu'on peut partir sur cette, bonne base-là. Une fois que ça c'est fait, donc possibilité aussi donc de,
de gérer, l'isolation. Donc si jamais vous travaillez dans des VNet et que vous voulez, protéger non seulement le service, mais aussi tous les services d'ingestion. Je fais une petite parenthèse, mais c'est pas le but de la session aujourd'hui, mais comme j'ai quand même 2 fois des clients qui me posent la question, lorsque vous allez installer, le service Azure Purview, vous allez avoir en plus un ressource groupe de services, managés qui vont arriver, notamment, Event Hub et un compte de stockage. D'accord? Et c'est avec ces comptes de stockage qu'Azure Purview va faire justement, récupérer les métadatas, hem et puis faire ses classifications, ce genre de choses. Ça aussi, vous pouvez justement les protéger, heu, pour que, tout se passe dans un VNet ou de manière privée et de manière sécurisée lors de l'ingestion, si vous le souhaitez. Voilà pour la petite partie technique. Alors, si jamais vous avez accès au studio, donc vous pouvez, y avoir accès via, le service Azure ou directement via, ici, le web purview.azure.com. Ça, c'est la page de la page d'accueil. Donc je fais une parenthèse tout de suite car je sens que la question va arriver. Pour le moment, on ne peut pas encore la personnaliser. C'est des choses qu'on a remontées et que j'espère que le groupe produit va prendre en compte. Avant de commencer ma démonstration et ce que j'ai remarqué lorsque je présentais, notamment lors des ateliers, Azure Purview, si je commence tout de suite par une présentation fonctionnelle, je vais avoir des tonnes de questions. Par contre, si je commence par vous montrer deux trois choses au niveau du management ici, ça va d'ores et déjà clarifier les choses. Rappelez-vous, je vous ai dit, lors des premiers scans, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place des classifications. Donc ce que moi je recommande à mes clients, je leur dis: «Bah, écoutez, on avant de commencer quoi que ce soit, on va aller faire un tour dans la classification, juste pour vous montrer le type de classification qu'on a par défaut. Alors je me rends compte que j'ai jamais fait l'exercice si je tapais France, donc on va le faire aussi aujourd'hui ensemble. Pouf. Voilà ce qu'on a par défaut, qui pourrait, intéresser ici, par exemple en France. Donc on a le France Passport Number, on a tout ça, tout ce type de d'informations, détectables qui sont d'ores et déjà présentes dans, dans Azure Purview. D'accord? Donc ce qui fait que si vous lancez un scan avec les classifications par défaut, il y a de grandes chances qu'on arrive déjà à détecter des choses. Il y a aussi d'autres choses qui sont c'est pas ça que je voulais vous montrer, bon bien sûr Canada, mais vous avez aussi tout ce qui est, personnes, donc les noms des personnes, les personal IP address, ce genre de choses. Il y a aussi, les mots de passe les plus communs qui voilà, command password qui sont là. Donc tout ça, c'est déjà par défaut. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez créer vos propres, heu, classifications et ça, moi, je recommande fortement à mes clients lorsque, on commence une preuve de concept, de dire: «Bah, écoutez, on va prendre, 2-3 classifications qui sont peut-être importantes pour votre organisation, puis on va essayer de les implémenter». Alors attention, les classifications ici, ce ne sont que des étiquettes, d'accord? Ce sont des étiquettes qui vont être exposées à l'interface et qui vont être, utilisés, dans le moteur de recherche qu'on verra tout à l'heure. Typiquement ici, j'ai mis, Frommer Product. Donc ça, on pourra rechercher dessus, tout à l'heure. Derrière ces classifications, qui sont ni plus ni moins des étiquettes, on va mettre des règles, classification rules. Ici, vous allez retrouver toutes les règles système, d'accord? Elles sont, bien documentées donc sur notre site web si jamais vous voulez voir ce qu'il y a derrière. Typiquement si jamais, pour tout ce qui est credit card number, si jamais vous voulez le tester, la classification va fonctionner si jamais vous respectez un pattern entre 14 et 16 chiffres et il faut que le nombre composé de ces 14 ou 16 chiffres respecte la loi de Lund. Sinon, la classification va pas marcher. Pourquoi la loi de Lund? Parce que c'est une règle de validation qui est utilisée justement pour les cartes de crédit. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez définir vous-même vos propres, règles de classification. Donc ici, là, j'en ai fait 2 rapides. Ce qui va être intéressant, c'est que ces règles de classification, vous pourrez les faire soit sur les données elles-mêmes, donc data pattern, ici basées sur des expressions régulières, heu, soit, je dis soit, c'est, soit et ou, voilà, voilà, ou directement sur les colonnes ici, où vous pouvez mettre justement ce genre de choses, des astérix, des patterns sur des noms ou pourquoi pas même des expressions régulières et rien ne vous empêche de combiner les 2 si besoin. Donc une fois que vous avez fait ça, vos classifications et vos règles de classification sont prêtes. Juste autre chose, parce que j'ai déjà eu le cas, j'ai des clients qui m'ont dit: «Eh Franck, je comprends pas, je trouve pas le connecteur, Data Factory».
C'est normal parce que le connecteur Azure Data Factory, il y en a pas. En fait, c'est une liaison de type, ici, de type administratif quelque part, technique, qui se fait, directement, ici et c'est là où vous allez choisir quel service Azure Data Factory vous voulez lier avec votre service, Azure Purview. Voilà. Souvent, c'est comme ça qu'on commence avec Azure Purview. Après, une fois que vous avez mis ça en place, ce qui va être important, c'est de définir les collections, d'accord? Bah, je vois qu'il y en a un qui a joué, dans notre environnement. OK, bon. Les collections, en fait, ça va représenter un petit peu, votre organisation. Alors, lorsqu'on commence, moi, ce que je dis, à mes clients, on va commencer, on va faire, dans un premier temps, 3-4 niveaux de collection. C'est pas la peine d'aller trop loin. Puis souvent, on se base sur un organigramme. Même si j'ai vu des clients partir sur ce qu'ils avaient fait un peu en structure avec, dans Azure, Active Directory. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas vraiment de règle là-dessus. Ça risque peut-être de changer. Pourquoi? Parce que les collections, ça va devenir extrêmement important dans les semaines à venir parce qu'on va rajouter beaucoup de fonctionnalités au niveau des collections, notamment, pardon, en termes de gestion des droits et en termes de gestion d'héritage. Donc il sera possible bientôt de définir des règles au niveau des collections, soit pour la collection elle-même, soit en héritage pour que ça redescende sur l'ensemble de l'organisation. Une fois que vous avez créé vos collections, donc créer une collection, c'est ultra facile. Ce qui est bien aussi, juste pour vous montrer, c'est quand vous avez créé une collection, vous pouvez l'éditer. Vous ne pourrez pas plus changer le nom. Par contre, vous pourrez changer le parent si besoin. D'accord? Donc vous pourrez, changer, remodeler votre organisation si jamais des choses changent au sein de votre organisation. Puis une fois que ça c'est fait, dans votre, organisation, bah, vous pouvez rajouter, des heu, des sources de données. Ma recommandation, c'est quand vous commencez tout de suite quand vous commencez avec Azure Purview, bien sûr, bah, essayez de vérifier que les sources qui sont là, font partie de ce que vous voulez scanner. Bien entendu, aujourd'hui, encore une fois, nous sommes en preview, mais cette liste-là s'enrichit de semaine en semaine et le but, c'est d'arriver à avoir la même panoplie de connecteurs par exemple, un Azure Data Factory. Ceux qui sont vraiment cool, c'est ceux-là, là, les multiples, qui vont vous permettre, par exemple, de dire ici: je veux scanner, l'ensemble de soit au niveau d'un groupe management, soit, au niveau d'une souscription, elle-même. Je la mets dans une collection, peu importe, ça j'ai déjà fait, je vous montrerai, mais après il va détecter, les sources éligibles dans votre souscription et au niveau de cette souscription, il pourra vous dire: «Voilà, j'ai détecté, 8 Azure SQL Database, un Data Lake, un PostgreSQL, un Azure Data Explorer». Et vous aurez le choix, soit avec la liste déroulante, de laisser tout le paramétrage sur All, sur tout, soit vous pouvez choisir, de manière précise quel type de base vous voulez mettre. La deuxième option est assez coercitive parce que, une fois que vous avez sélectionné, bah, ça ne bougera plus. Alors que si vous laissez sur All et si jamais, de 8 bases Azure SQL Database vous passez à 9, bah, la nouvelle base de données sera automatiquement, pris en compte par Azure Purview et automatiquement, scannée. Et ça, c'est plutôt cool, notamment si jamais, la souscription évolue et que de manière automatique, vous voulez rajouter ces sources-là dans le scan. Alors juste pour vous montrer aussi quelque chose, hop, hein, je crois que c'est ici, c'est dans le Lighting, voilà, c'est dans le Purview Ninja Blob, c'est compliqué. Là, si on va cliquer sur détail, yes, c'est là. Alors, vous voyez ici, il y a plusieurs scans qui ont été faits. 8 scans. Il a détecté, 1200 assets et il a réussi à en classifier, 718. OK. Rappelez-vous, on a vu tout à l'heure qu'on a défini des classifications et des règles de classification. Ce qui fait que vous aurez la possibilité, ici non, je ne vais pas faire ça comme ça. Je vais carrément repartir du début juste bien pour vous montrer. Je peux créer un nouveau scan ici pour lui. Hop, un environnement commun, donc je n'ai pas trop polluer tout ça. Donc je vais faire mon scan, il faut que j'utilise mon intégration de runtime qui va bien, donc là je vais le laisser par défaut, mais sinon vous pouvez choisir une intégration de runtime spécifique, surtout si vous voulez chercher des informations sur un VNet ou, on-prem, le type, de credential et là, hop, on continue. Ce que je voulais vous montrer, c'est que
Vous pouvez choisir les dossiers, que vous voulez scanner. La plupart du temps, on prend tout et ce qui va être important, c'est là. C'est ici, par défaut, il va vous prendre les classifications, hem, système. Mais rien ne vous empêche de créer votre propre classification à vous. On va lui donner un petit nom, voilà. De choisir le type de fichier que vous voulez et là, c'est super cool parce que si jamais il y a un type de fichier, qui n'est pas présent ici, vous pourrez le créer ici vous-même, d'accord? Soit sous, un type et cetera, puis vous pourrez mettre après vos propres délimiteurs, ce genre de choses. Moi, j'ai eu le cas d'un client justement et c'est ce que vous voyez, ici. Il voulait, scanner des fichiers ND-JSON. J'avais jamais entendu ça parler de ma vie, mais apparemment, c'est un type de fichier qui vient aussi d'une solution Microsoft. Je fais: «Ah bon? Bah, j'ai appris quelque chose» et ben, on a été capable justement ici de dire, bah, voilà, basé sur un système type, JSON, on a, recréé ici, l'extension, non n'importe quoi, l'extension ici, ND-JSON et Azure Purview a été capable, de le retrouver. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc c'est important après d'aller, rechercher, vos classifications et c'est là, vous allez choisir, voilà, les classifications que vous avez créées, au préalable et que vous allez rajouter dans votre scan. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair sur ce sujet-là. Donc je résume, classification, les règles derrière les classifications. Azure Data Factory, se lie à votre service Azure Purview au niveau du management. Il n'y a pas de connecteur en tant que tel. Ensuite, on définit ici les collections et on enregistre les sources et une fois que les sources sont enregistrées, on définit, le type de scan. Le scan, il peut être full ou incrémental et il peut appliquer les classifications système ou les classifications système plus vos propres classifications. Une fois que tout ça est fait, et ben, de manière fonctionnelle, on peut utiliser maintenant le service Azure Purview. Souvent, ce que je fais avec mes clients, je dis: «Bah, voilà, on va faire un recherche étoile» et là, boum, on sort tous les assets qu'il y a dans votre organisation, du moins qui ont été scannés avec Azure Purview. Après, je leur dis: «Bah, écoutez, Azure Purview a déjà trouvé des classifications pour vous. Il a trouvé des assets avec des cartes de crédit dedans. Il y a tout ça, avec des cartes de crédit dedans. Donc typiquement ici, il y a une base de données. Ah OK, effectivement, credit card number, personal number. Ce qui est intéressant, c'est que, vous pourrez voir bien sûr les propriétés, les contacts, voilà, cellule coupable comme d'hab et tout ce qui est relié ici. D'accord? Les sales, les ventes, DBO. Vous pourrez après naviguer dans les schémas, d'accord? Et là, ah boum, ah ouais, credit card number, effectivement. Ici, carte de crédit, OK. Le lineage, je crois que j'ai rien ici sur celle-là, donc c'est qu'elle est pas utilisée, tant mieux. Et là, tant mieux pour le moment. Et là, schéma, il regarde, ah ouais, ici. Et ce qui est intéressant, c'est ouais, il a mis un label de sensitivité. Alors attention, ça arrive pas par magie. Ça veut dire que dans l'organisation, quelque part, j'ai un Microsoft Information Protection qui a un label qui détecte qui détecte les patterns des cartes de crédit et sur lequel on a appliqué des règles. Et donc, là, ici, sur mon label secret, j'ai une règle qui dit: je chiffre automatiquement ce champ-là». Ce qui fait que je peux l'utiliser et tout, mais si jamais je veux l'ouvrir dans un fichier type, Excel ou autre, Excel, PowerPoint, PDF, je serai obligé d'avoir le bon certificat ou de me connecter à Microsoft Information Protection pour avoir accès, à l'information. Donc ça, c'est souvent la 1re chose que je fais, avec mes clients. Après, on affine un peu les choses, je dis: «Bah, admettons» et ça plaît beaucoup aussi, si tu tapes Power BI et là, bam, il va vous sortir tous vos assets Power BI ici. Alors attention, le connecteur Power BI aujourd'hui, il scanne au niveau du tenant seulement. On est en train de faire en sorte qu'on puisse aussi choisir maintenant, les workspaces. C'est pas encore disponible, ça arrive, mais voilà, aujourd'hui, c'est au niveau du tenant. Je dis ça parce que, typiquement, si votre organisation est un peu comme, Microsoft et que, bah, c'est un peu le bazar, vous risquez d'avoir beaucoup de workspace à scanner. D'accord? Donc ayez ça en tête, mais la possibilité de choisir les espaces de travail, ça arrive. Donc là, ici, je décidé de scanner Power BI. Ici, j'ai choisi le type d'asset. Vous voyez, parce que j'ai peut-être, ici, j'ai 3 databases, 3 bases de données, par exemple, qui peut-être le mot Power ou BI ou autre. Donc pour éviter, le bruit, hop, je dis: «Non, non, moi je cherche que les assets de type Power BI» et là, il y a une nouvelle facette qui vient d'arriver, Power BI qui dit: «Bah, moi, j'aimerais chercher dans une capacité partagée ou premium».
Voilà, dans quel type de workspace. Donc on peut même aller voir ce qu'il y a dans les workspaces, personnels, si besoin et puis dire ici, voilà, quel type de choses on veut en termes d'artefacts. Donc ça, je sais que nos clients aiment beaucoup, notamment dans le monitoring, pour avoir une vue assez concrète, de des assets type Power BI. Ici, on retrouve les classifications, notamment ici, hop, mes classifications de type produit, elles ressortent ici. Voilà et donc là, j'ai un rapport qui est sur, mes produits, par exemple. Donc effectivement, je retrouve mes classifications, les descriptions, les hiérarchies, où est-ce qu'ils se trouvent et je retrouve aussi mes termes métiers. Tout ça, c'est quelque chose que moi j'ai mis à la main. D'accord? C'est des choses que j'ai éditées parce que là, j'enrichis le vocabulaire métier et ça me permet, voilà, si jamais quelqu'un cherche des produits clients, ça aussi c'est disponible dans le moteur de recherche. D'accord? Donc si je vais là et que je tape, hop, bien, pouf, voilà, je trouve tout ce qui est lié aux produits clients, dont ici mon rapport, Power BI. Vous pourrez voir tout ce qui est lié à ce rapport dans le dataset. Ça aussi, c'est super sympa. Contact, bien entendu et surtout, ça, c'est vraiment génial, le lineage. Donc ici, je vois le lineage de mon rapport. Il va alimenter un dashboard et ce même rapport s'appuie sur ce dataset qui est là. Ce même dataset est alimenté par cette base de données ici, mais aussi par cette base de données là. Avec la petite nuance, c'est que cette base de données-là est une dérivée de celle-là avec une transformation, Azure Data Factory. L'information que vous voyez là, c'est juste la base de données, d'où viennent les tables. Alors il faut qu'on soit extrêmement clair ici. Ce lineage, aujourd'hui, si vous essayez de le faire, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce qu'Azure Purview va vous en donner 2 en fait. Il va vous donner tout jusqu'ici, donc de là jusqu'à là et il va vous donner de là jusqu'à là. Un peu la même chose que vous voyez aujourd'hui dans Power BI. Ici, c'est moi avec, un petit script Python, que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse, où, j'ai comment ça s'appelle? Où j'ai terminé le lineage à la main. Ça, c'est quelque chose que j'ai remonté, au groupe produit. Ils m'ont dit: «Non, non Franck, on te rassure, ça va être, pris en compte pour la disponibilité générale». Donc voilà, donc ça, lors de la disponibilité générale, lorsque vous allez scanner vos assets Power BI, vous aurez l'ensemble ici du lineage. Ce qui va être important ici, c'est que vous pourrez basculer, et changer de point de vue. Ce qui fait que là, boum, je vais pouvoir, changer et dire: «Bah, voilà, maintenant je me mets ici sur la partie Data Factory». Je pourrais bien sûr l'ouvrir dans Data Factory si besoin, puis surtout je vais voir toutes les colonnes. Et ce que je vous disais tout à l'heure, je peux, en plus de voir comment mon information circule, je peux voir aussi comment mes colonnes, mes informations dérivent suite aux transformations. Ici, j'ai le NAS. Le NAS, ça veut dire le numéro d'assurance sociale. C'est ce qu'on dit souvent ici, à Québec. OK, sauf que c'était mon fichier de démo qui était avec mes mots à moi, qui était un peu n'importe quoi finalement, anglais, français dans les termes et puis comme c'était un environnement de démo commun, fallait tout mettre en anglais. Bon OK. Une petite transformation Azure Data Factory pour créer mon jeu de données et c'est devenu Social Insurance Number. Puis après, je me suis amusé à faire des dérives. Les Social Insurance Number est utilisé ici, bam, dans les ID des tables. Ah, c'est pas bien ça. Et voilà, ça vous permet de le détecter. Et ainsi de suite. Vous pourrez voir ici la dérivation de vos colonnes. Aujourd'hui, ça arrive pas encore dans le set de données Power BI, mais ça va arriver à ce niveau-là et à ce niveau-là. Mais on a déjà ici, la 1re partie. Si je reviens ici sur le rapport et je m'aperçois que j'ai pas bien préparé ma démo, je suis désolé pour ça. Si je fais Open in Power BI, si j'ai les bons droits bien entendu, je vais être capable d'ouvrir mon rapport. Donc j'aurais dû l'ouvrir avant, je suis un peu désolé. Vous voyez ici que je récupère le label. En fait, le label est déjà là, hein. Je le récupère pas vraiment vu qu'il est déjà là. Rien ne m'empêche de jouer avec, le rapport, bien entendu. Mais ce qui est intéressant grâce à ce label et grâce justement à la détection avec Azure Purview, si je fais maintenant un export de type, PDF, pourquoi pas, et OK, je vais exporter le fichier. Donc je vais le faire, ça va prendre un peu de temps, donc je suis désolé, j'aurais dû le préparer. Mais le scénario que je suis en train de vous montrer ici, c'est ce que, je suis en train d'implémenter dans plusieurs banques ici, Québec et plus largement au Canada.
C'est pour éviter les exfiltrations de données, car il y a eu une banque ici, à Québec, qui a eu un très gros souci de fuite de données en 2019 et ce scénario-là donc est implémenté, ce qui fait que les personnes peuvent utiliser les données au sein de l'organisation. On peut interagir avec le rapport. Puis lorsqu'on essaye de faire l'extraction de données, parce qu'en fait la fuite venait de là, quelqu'un qui a pris les informations sur une clé USB, puis qui est parti. Et ben, lorsque je vais essayer d'ouvrir le fichier PDF ou Excel ou voilà, donc là je vais essayer de l'ouvrir. Il va me demander de me connecter à mon compte, MIP, mais là j'en ai pas. Et ben, écoutez, je peux pas l'ouvrir. Alors attention, ceci dit, pour le moment, ça marche qu'avec ce type de fichier-là. Et c'est là en termes de gouvernance et c'est ce que je dis à mes clients, au niveau de Power BI, déjà, on va commencer par on va tout couper les possibilités d'exportation. On coupe tout, on va être un petit peu violent. Déjà, on désactive Publish to Web et on désactive tout. Ensuite, on va attendre que les utilisateurs viennent nous demander est-ce qu'on peut extraire en CSV? Est-ce qu'on peut extraire en Excel? Alors déjà, ce que je disais, on va, si possible, ne valider que ces exportations-là, parce que pour le moment, ce sont les seules couvertes par Microsoft Information Protection et les labels. Et après, si quelqu'un nous demande est-ce qu'on peut faire un export en Excel? OK, pourquoi? On challenge un petit peu. Et après, on l'ouvre peut-être pas à toute l'organisation, mais on va peut-être mettre des groupes de sécurité, ce genre de choses. OK? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer et tout ça pour, la sécurité, vous montrer la sécurité de bout en bout. Ce que j'aurais pas le temps de vous montrer, mais je vous prie de me croire sur parole, mais si, je reviens sur Ticket, Reservation, alors j'écris ça là. Ticket Reservation. Ici, je vous ai montré ma base, Ticket Reservation qui est là, sur lequel il y a les credit card number. Si vous l'ouvrez dans Open in Power BI, malheureusement j'aurais pas le temps, et que vous créez un rapport dessus et que vous le publiez, il va automatiquement hériter du label. Et si vous utilisez la table Credit Card Number, il va utiliser le label et donc automatiquement vos datasets et votre rapport auront le label. Et donc ça va avoir exactement le même comportement que je vous ai montré tout à l'heure. Ok. Attention cependant, pour le moment, ça ne marche qu'en import. Parce que quand vous faites Open in Power BI ici, il fait les choses intelligemment, il va vous connecter en direct query. Et pour le moment, c'est une limitation de la solution. De Direct Query n'est pas encore pris en charge avec les labels. Donc vous êtes obligé de faire un import, de publier le rapport dans Power BI Service et de refaire un rafraîchissement du dataset et là, boum, le label va être appliqué. Tout ça, ça va être retiré, mais si jamais vous voulez le tester aujourd'hui, rappelez-vous, passez en mode import et lorsque vous avez fait votre première publication, faire un premier refresh de votre dataset pour que les règles s'appliquent. Voilà ce que je voulais vous dire. Autre chose qui est important, rapidement, puis je vois qu'il reste 11 minutes. Si je retape Power BI, ici, que je reprends mon rapport, voilà. Je vous ai parlé ici des glossaires, d'accord? Que j'ai mis ici à la main en cliquant sur le bouton Edit. En fait, je vous montrerai rapidement. Et puis c'est, ici, vous avez la possibilité de fine tuner, comme on dit, d'affiner vos classifications et de rajouter des termes à votre glossaire. Et puis bien sûr, gérer les contacts. Voilà, tout ça, c'est les choses que vous pouvez faire de manière manuelle avec le droit Data Curator. Le glossaire arrive ici, d'accord? Et à partir de là, vous avez la liste, mais aussi vous avez la vue hiérarchique. Donc ça, c'est un retour de nos clients. Vous pouvez faire justement une définition globale et des sous-définitions pour affiner s'il y a besoin. Vous voyez ces notions de statut, tout ça pour dire que derrière, il va y avoir aussi tout ce qui va être workflow qui va bientôt arriver pour justement valider les termes métiers. Chose qui est assez sympa. Les organisations ont déjà des termes métiers, donc vous aurez la possibilité de l'importer. Attention, l'importation se fait en 2 étapes. La première, c'est que vous cliquez sur le bouton import, il va vous dire: «Eh attention, heu, on va créer un nouveau template». Pourquoi? Parce que, ce template-là, ah, c'est pas ça que je voulais voir, excusez-moi. C'est pas lui que je voulais, c'est hop, mmh, voilà, je vais prendre lui, par exemple, système default, par exemple, et là, voilà. Il va vous permettre donc de télécharger un sample. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de ces champs métiers-là. Donc ce qu'on fait, plus précisément là, je suis en train de vous induire en erreur. Vous allez créer votre modèle à vous, d'accord? Avec les champs que vous voulez mettre dedans. Comme moi j'ai mis des champs et tout, nanana. Vous allez importer le modèle qui va avoir ces champs ici, système dont Azure Purview a besoin, plus vos champs à vous. Et ensuite, souvent c'est des fichiers Excel ou CSV. Copier-coller dans le modèle
pas obligé de forcément de respecter les champs, mais au moins vous aurez la structure et après bam, vous importez le modèle. D'accord? Donc c'est ces petites, subtilités qu'il faut avoir en compte pour pouvoir importer de manière massive vos données. Mais une fois que ça c'est fait, ça passe très bien. Dernière chose que je voulais vous montrer, parce que je voulais garder un petit peu de temps pour les questions et vous parler des coûts rapidement. On a aussi la notion d'insight. OK, alors moi je vais être très clair avec vous. Je trouve que ça manque de choses, mais ils sont en train de travailler dessus très fortement parce qu'on a fait comme beaucoup de retours là-dessus. C'est assez statique. Typiquement, la partie glossaire, ça va fonctionner, mais à moyen terme. Ça veut dire que les, les termes métiers et d'affaires doivent être rentrés, ce qui est pas le cas au début. Par contre, celui-là est plutôt intéressant, d'accord? Il est plutôt intéressant et donc ça va vous permettre déjà très rapidement de voir comment vos assets sont classifiés. Puis surtout, si vous cliquez sur View More, la possibilité donc de voir, OK, là j'ai des, US Bank Account Number dans 2 souscriptions, dans 2 sources différentes, dans 6 fichiers et donc il suffit de cliquer dessus ou de cliquer là et d'ouvrir vos classifications. Heu, pour moi, il me manquait une information, donc juste pour vous montrer quelque chose, je me suis amusé avec Power BI d'aller chercher l'API, Azure Purview. Donc tout ça pour vous dire que c'est possible. Donc j'ai un Azure Data Factory qui requête, l'API de Purview parce qu'il manque quelque chose pour moi qui est important, c'est tous les assets sans classification. Et ça, pour moi, je trouve que c'est important. Donc, j'ai réussi à le faire avec Power BI. Donc là, j'ai tous les assets qui n'ont pas de classification. Ça me permet de me faire un rapport assez précis, de me faire un indicateur de qualité sur ma classification. Et puis, bah, ce qui est cool, c'est qu'après, boum, vous pouvez faire des liens directs vers les assets et mettre vos classifications. Donc, je parlais d'ouverture tout à l'heure, tout ça pour vous dire euh, qu'il est possible avec les API d'aller compléter bah, les manques finalement au service. Là, c'est une belle preuve. Ceci dit, j'ai fait le retour au groupe produit et ils sont en train de travailler sur cet aspect de classification. Voilà, donc je vais retourner sur la partie coût. Si jamais il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Rapidement sur les coûts. Alors, ayez en tête que les coûts vont se diviser en 3. Hop, je vais juste voir quelque chose ici. Non, il n'y a pas de main levée. OK. Les coûts, ça va être basé sur le data map. Le data map, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le cœur du service. Lui, c'est un coût type always on. C'est-à-dire, vous allez choisir une capacité. Aujourd'hui, c'est 4 ou 16. À terme, pour la disponibilité générale, si tout va bien, ça va être de 1 à 32 ou peut-être de 1 à 16, mais extensible à 32. Et ça, vous le paierez tout le temps. D'accord? Heu, Juste pour vous donner une ordre d'idée, 4 capacités unit par mois, ça fait à peu près 980 US. Excusez-moi, je serai obligé de faire peut-être la conversion. C'est juste pour vous donner une idée du coût. Coût qui, bien sûr, pourra être divisé par 4 lorsqu'on passera à une capacité unit. Le data map, lui, doit rester actif parce que c'est lui qui va avoir les métadonnées, puis qui va servir le reste des piliers et le reste du service. Au-dessus, c'est la notion de data catalogue. C'est là où va rentrer le C0, C1, D1. Et donc là encore, on n'a pas encore une bonne vue du prix sur C1 et D1, mais voilà, il faudra rajouter au-dessus. Et ensuite, en type pay as you go, ça sera le scanner. Donc ça sera par nombre de vecteurs utilisés. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est 32, on n'a pas le choix. Et le nombre d'heures ou de minutes utilisées pour le scan. C'est-à-dire que si vous scannez pour 22 minutes, vous serez payé pour 22 minutes. Donc ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, mais je pense que cette diapositive est quand même meilleure que la première. Donc encore une fois, de toute façon, vous aurez la présentation et que je crois que j'ai oublié de partager. Je suis bien désolé, Isabelle, donc j'espère que tu vas pas prendre le bateau pour venir me corriger. Donc je partage ça rapidement et voilà, j'ai fait aussi enfin quoi, j'ai fait, on a fait aussi ce slide ici pour, résumer. Donc le total cost, c'est la somme de ça. J'ai envie de dire presque, parce que là, c'est peut-être un peu la vision marketing. Il faut pas oublier de rajouter ça. Il y a un coût aussi pour le data map. En gros, c'est 2 du coût du data map. Mais jusqu'à maintenant, chez mes clients, ça n'a jamais excédé les 20 canadiens. Donc c'est même pas des dollars US pour le coup. 20 canadiens, par mois pour, un gros volume de données. Donc c'est pas là où ça va jouer, mais ayez ça quand même en tête. Le coût du data map, c'est ça, c'est 0,32 $ par capacity unit par heure.
Voilà. Après derrière, c'est des copies d'écran que je vous laisserai, s'il y a besoin. Il reste 4 minutes. Sincèrement, j'ai encore beaucoup à dire sur Azure Purview, mais le but du jeu, c'était de rentrer dans 1 heure. Hem, S'il y a des questions, bah, n'hésitez pas et puis, dès que, l'enregistrement sera arrêté, je pourrai vous montrer, quelque chose. Je m'empresse de l'arrêter alors.